Oui, et surtout le thème plus général de la vaccination et du rapport, de ce fameux rapport bénéfice-risque des vaccins dont j'avais parlé déjà la dernière fois, dont on nous bassine, dont on nous rabat les oreilles sans arrêt, qui n'était pas si clair, avec donc un grand événement qui se prépare en France le mois prochain et dont je vais laisser Louis développer un petit peu les tenants et les aboutissants. Juste pour rappeler le contexte justement aux États-Unis, puisque tout se passe hélas comme souvent d'abord aux États-Unis. Sur justement les effets indésirables des vaccins Covid, avec donc la sortie il y a quelques jours d'un rapport donc établi par le sénateur Ron Johnson. Alors on sait Ron Johnson, c'est un des grands sénateurs républicains qui espère faire la vérité tout simplement sur ce qui s'est passé pendant la crise Covid. Donc il y a deux grands sénateurs au Sénat américain qui sont Rand Paul, dont j'ai parlé la dernière fois, qui est celui qui espère faire ressortir la vérité sur les origines du virus et sur les mensonges de Fauci. Je rappelle que Fauci est sous le coup d'un parjure éventuellement jusqu'au 11 mai pour avoir donc menti sur les gains de fonction avouables. Et Ron Johnson donc est plutôt spécialisé, en tout cas travaille sur les effets indésirables des vaccins et sur les mensonges et sur la propagande liée à ces vaccins. Donc, dans ce contexte-là, Ron Johnson a publié un rapport intitulé donc Révélation, deux points, comment les responsables de la santé de l'administration Biden ont délibérément fermé les yeux sur les signaux concertant la sécurité du vaccin contre la Covid-19. Voilà. Donc, très clairement, un très gros rapport, voilà, qui fait suite à un autre rapport publié en mai 2025, donc il y a un an, qui concernait déjà le fait que la FDA et les autorités américaines, oups, il y a un peu de bruit, avaient donc caché donc ce qui se passait au niveau des myocardites. Et Johnson avait donc effectivement mis en évidence un très gros rapport. Voilà. Donc de façon assez analogue en France sur les effets indésirables des vaccins Covid en particulier, eh bien on sait qu'on a une omerta et on a des autorités hélas administratives qui tentent par tous les moyens de cacher les signaux d'alerte qui de toute façon étaient très clair depuis assez longtemps. Donc, bon, en gros, sur ces révélations donc, aux États-Unis des effets indésirables des vaccins Covid, il s'agit d'enquêter sur le fait qu'en fait, dès 2021, un médecin de la FDA, le docteur Anna Schwarzman, en fait, voilà, avait, par des méthodes statistiques, mis en évidence eh bien, des signaux d'alerte sur les myocardites, les infarctus, les embolies pulmonaires, les thromboses, etc. Signaux d'alerte très clairs qui avaient été néanmoins écartés par la FDA, qui utilisait en fait une méthode statistique qui était donc une vieille méthode qui avait donc des inconvénients, notamment dans ce qu'on appelle le masking, c'est-à-dire qui masquait en réalité des signaux d'alerte très clairs. Voilà. Et selon Ron Johnson, donc dans le rapport qu'il a mis en évidence, eh bien les responsables administratifs des autorités de santé américaines donc, ont largement ignoré les alertes pourtant criantes. Car en réalité, là, dans ce débat-là, c'est un petit peu un débat des chicayades, je dirais, sur la méthode statistique. Mais en réalité, quand vous observiez ce qu'il y avait dans le VARS, c'était très simple. En général, les signaux d'alerte, donc des effets indésirables qui remontaient dans le VARS, étaient pour le seul vaccin Covid sur une seule année 10 fois supérieurs à tous les vaccins réunis pendant 30 ans. Donc, pas besoin de s'empailler sur des méthodes statistiques plus ou moins subtiles. Les signaux d'alerte étaient très clairs. Les vaccins Covid étaient extrêmement risqués. Alors donc, ce qui nous ramène sur le thème plus général de la vaccination et de cette fameuse balance bénéfice-risque, alors dont j'ai dit déjà qu'elle n'était pas très bien définie, mais effectivement qui de toute manière n'est pas réellement étudiée pour vous parler donc eh bien de ce documentaire réalisé par un certain Del Bigtree. Dont je rappelle rapidement l'histoire et que Louis développera ensuite pour vous annoncer donc ce grand événement en France qui va être justement la venue de Del Bigtree. Donc en 2005, Del Bigtree, qui est un documentariste, défie un certain docteur Marcus Zervos, donc qui est le chef des maladies infectieuses au Henry Ford Health, qui est en fait un organisme de santé pour tout simplement les salariés des usines Ford, voilà. Donc Del Bigtree défie donc ce docteur Zervos de réaliser donc la plus grande étude possible réalisable des vaccinés contre les non vaccinés pour comparer justement la santé des enfants. Que se passe-t-il quand eh bien, on essaie de faire des bilans honnêtes sur des données raisonnables, on va dire, parmi les enfants donc vaccinés ou non vaccinés. Et donc, en 2005, ce médecin Zervos va accepter donc, le défi de Bigtree, assez certain, ce médecin, de trouver tout simplement
eh bien manifestement des bénéfices généraux à la vaccination. Donc l'étude va commencer en 2020, donc à partir des dossiers médicaux justement détenus par le Henry Ford Health Institute en fait, sur environ 18 500 enfants, donc c'est une cohorte relativement significative, donc nés entre 2000 et 2016, donc des enfants de 4 à 20 ans, voilà, au moment où connaissent l'étude. Et sur ces 18 500 enfants, donc c'est une étude qu'on appelle rétrospective sur comparaison de cohorte. Donc 16 500 étaient vaccinés. Alors quel que soit le vaccin, c'était pas du tout une étude sur le vaccin Covid. 16 500 donc vaccinés avec au moins une dose d'un vaccin quelconque, disons, et 2000, donc un peu moins de 2000. Complètement non vaccinés. Et donc cette étude donc rétrospective sur deux cohortes, donc de vaccinés et de non vaccinés, compare tout simplement les risques de maladies chroniques. Voilà, donc tels que l'asthme, les maladies auto-immunes, les eczémas, les troubles neurodéveloppementaux, etc., entre vaccinés et non vaccinés. Donc c'est un principe très simple. Vous prenez les corps de vaccinés, les corps de non vaccinés, vous prenez ensuite les maladies et puis vous faites des rapports en fait entre ceux qui sont vaccinés, ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont atteints ou pas d'une certaine maladie. Voilà. Et là, le drame, si j'ose dire, pour ce médecin, pour l'institut et on va voir pour toute l'industrie pharmaceutique. Les résultats donc sont à l'inverse de ce que pensait le docteur Zervos. Les enfants vaccinés sont globalement en moins bonne santé que les enfants non vaccinés, s'agissant en tout cas de ces risques de maladies chroniques. Alors, quelques exemples de résultats. Donc, les enfants vaccinés auraient 2,5 fois plus de risques de développer une maladie chronique globale. Des risques multipliés par 3 à 6 pour certaines pathologies comme l'asthme, les troubles neurodéveloppementaux et les maladies auto-immunes. Et à 10 ans, donc 57% des vaccinés auraient une maladie chronique versus 17% des non-vaccinés. Voilà. Donc pour les résultats emblématiques de cette étude, donc vaccinés contre non-vaccinés chez les enfants au Henry Ford Health Institute. Donc le documentaire donc de Dead Big Tree va mettre l'accent sur bien tout simplement la non-publication de cette étude. Alors la publication, l'étude n'a pas été publiée ? Non, voilà, donc je vais laisser un peu Louis raconter peut-être un peu plus tout ça. Et donc, justement, Dead Big Tree va faire un film là-dessus, un documentaire qui s'appelle justement An Inconvenient Study, qui a été vu par des millions de téléspectateurs et qui a été justement projeté au Sénat par Ron Johnson, donc le sénateur dont je vous parlais, concerné par les effets indésirables des vaccins. Voilà. Et donc, pour vous dire que voilà, il va y avoir la diffusion en France le mois prochain de ce film, donc L'Inconvénient Study, dans énormément de cinéma et de lieux donc de diffusion, avec la présence exceptionnelle de Dead Big Tree, donc qui va venir le mois prochain en France, à l'invitation tout simplement des enfants d'Hippocrate et de Méa France. Et donc je vais laisser Louis parler de cet événement, de ce qu'il en attend, de comment il va se dérouler et de ce qu'il y a déjà un petit peu dans cette étude L'Inconvénient Study. Donc Louis, je te laisse la parole pour cet événement. Merci beaucoup Vincent, il y a énormément d'informations dans tout ce que tu as dit, j'espère que les gens arrivent à suivre, ton cerveau qui va très vite. Je reviendrai juste avant de répondre à ta question sur les vaccins Covid. Souvent on discute de la question de la balance bénéfice-risque, mais au fond c'est même pas ça l'important, et c'est même pas ça l'important derrière le calendrier vaccinal infantile non plus. Évidemment c'est très important, mais il y a derrière la présence d'un dispositif biopolitique et économique et financier prégnante, c'est-à-dire que ces obligations, ces recommandations vaccinales sont en fait un logiciel économico-industriel et réglementaire qui vient fouler aux pieds finalement toutes les règles de droit habituelles relatives aux libertés fondamentales, notamment l'inviolabilité de votre corps, notamment la décision souveraine, le consentement libre et éclairé, l'information claire, loyale et appropriée. Finalement, tout ce qui a été structuré au niveau constitutionnel, au niveau législatif, au niveau des grandes conventions internationales, est foulé aux pieds par ces dispositifs qui sont mis en place. Et je vous donne un exemple. Actuellement sur Twitter, une campagne est en cours pour expliquer à quel point les antivax devraient être... donc déjà, on crée un amalgame, on dit antivax pour tout et rien, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais devraient être mis en prison, devraient être embêtés, etc. Puis on voit ça repris par de très nombreux médecins, influenceurs et certains bots ou personas. Dans le même temps que des recommandations sont édictées par l'Académie de médecine disant oui, il faut rendre obligatoire la vaccination contre la grippe.
La vaccination contre la grippe, ça fait rigoler tout le monde, parce que c'est vraiment la vaccination de merde par excellence, ce truc qui à la fois ne marche pas, est toxique, et tout le monde le sait. Je veux dire, là, il n'y a même pas besoin d'en discuter tellement. C'est si vous allez dans n'importe quel hôpital et que vous demandez à n'importe quel médecin, ça marche la vaccination contre la grippe, bah, vous regardez en disant, ouais, bof, pas trop. Mais non, il faudrait quand même le rendre obligatoire, sans aucune data sur l'impact sur la transmission. C'est-à-dire, bon, on rend obligatoire chez les soignants, mais ce serait pour protéger, d'après l'Académie de médecine, les patients. Sauf que vous n'avez aucune data sur le fait que ça prévienne la transmission. Et tiens, ça ressemble au Covid. C'est la même histoire que le Covid. C'est ça. Et vous voyez ces recommandations. Et dans le même temps, Moderna vient d'obtenir l'agrément pour son nouveau vaccin contre la grippe combiné au Covid, ARN messager. Et vous voyez que les actions de Moderna commencent à prendre de la valeur. Et vous comprenez que tout ça est un petit jeu très bien rodé entre les institutions qui sont complètement frelatées et puis l'industrie elle-même et nous, pauvres cobayes, en gros, qui faisons les frais de leurs manœuvres, qui pourraient se contenter d'être du marketing dans les médias, mais qui ne sont pas que du marketing dans des médias, qui sont des recommandations médicales, des recommandations de nos médecins, et des choses comme ça. Donc, il y a un énorme sujet autour de cette question vaccinale, qui n'a même pas tant à voir avec le bénéfice-risque, mais juste avec nos libertés et comment fonctionnent nos institutions. Alors, c'est vrai pour la vaccination anti-Covid, c'est vrai pour la vaccination antigrippale, et c'est vrai pour le calendrier vaccinal infantile, puisque c'est directement à nos enfants qu'on administre des choses de manière obligatoire. Donc, il faudrait bien être sûr de notre coût. Et être sûr de notre coût, ça veut dire réévaluer en temps réel, parce que les besoins de vaccination varient en fonction d'une société, de ses conditions sociologiques, des conditions épidémiques, etc. C'est pas une chose qui est gravée dans le marbre une fois pour toutes. Donc, si on dit il faut 11, 12, 13 vaccins obligatoires pour l'enfance, est-ce qu'on peut réévaluer? Normalement, c'est le principe de tous les processus qualité. Dans toutes nos administrations, on vous serine toute la journée sur l'amélioration qualité. Il faut revoir notre copie régulièrement, critiquer ce qu'on fait, essayer d'améliorer les choses. Or là, on est face à un dogme. On ne peut pas y toucher. Et on voit qu'effectivement, dans la science, on ne peut même pas publier les données contradictoires. Vincent vous l'a dit. Au fond, cette cohorte, elle vient d'un scientifique, qui était plutôt en faveur de la vaccination et qui trouve quelque chose qui est à l'inverse de ce qu'il pensait. Ça, c'est très bon en science. Parce que justement, là, vous dites que la validité de ce qui a été trouvé est encore meilleure. Que quand quelqu'un était convaincu et qu'il trouve l'inverse, ça le fait franchement réfléchir. Et ce documentaire est tourné à l'américaine, c'est-à-dire qu'on aurait discuté de cette étude au Conseil scientifique indépendant, au CSI. Probablement, on l'aurait fait 3, 5 fois, ça aurait été à notre manière. Et puis, bon, les gens auraient dit, ah bon, d'accord. Et puis, ça aurait été très chiant. Et puis les Américains arrivent à rendre ça attrayant. C'est comme une série Netflix, vous voyez, vous allez voir le documentaire, ils arrivent à vous visser dans le crâne quelque chose pour l'éternité qui vous fait réfléchir, que vous soyez scientifique, médecin, simple citoyen ou homme politique. Et donc ça, c'est la force narrative des Américains. Et ce documentaire a cette puissance narrative. Une fois que vous l'avez vu, vous ne pouvez pas faire comme si vous ne l'aviez pas vu. Et ça soulève au moins la question. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison sur tout. On peut critiquer l'étude de l'Henry Ford Institute. Mais on est quand même face au système américain aussi de gestion des data. C'est-à-dire que cet Henry Ford Institute, c'est quoi? C'est au fond des systèmes de soins captifs, on appelle ça, captifs d'assurance. C'est-à-dire que les patients ont un contrat d'assurance et ce contrat d'assurance les oblige à se faire soigner à un certain endroit. Et en échange de ristournes sur leur contrat d'assurance, on leur fait signer le fait que toutes leurs data peuvent être utilisées. Et ça, c'est des grosses cohortes américaines comme la cohorte de Rochester, qu'on connaît très bien, qui est celle qui a établi les facteurs de risque cardiovasculaires. Le fait de fumer, de manger des trucs qui vont pas. C'est lié à ce type de système-là. Ce sont des études prospectives sur des grandes cohortes captives, on va dire, et dont on connaît toutes les datas pendant des années, 10, 20, 30 ans. Or là, ils l'ont fait sur cette histoire vaccinale. Il faut savoir que l'Henry Ford Institute, c'est un endroit où ils ont obligé à la vaccination anti-Covid. Ils obligent leur personnel à être vacciné contre plein de choses qu'on ne peut pas les taxer d'être partie prenante, d'être anti-vax. Et effectivement, cette étude vient jeter un pavé dans la mare et nous faire nous questionner. Alors là, c'est très intéressant pour nous parce que là, c'est comme un signe noir, c'est un outlier qu'il faut montrer et dire regardez, qu'est-ce que ça vient nous poser comme question. Et donc, on organise avec MEA France, les enfants d'Hippocrate, Réinfo Liberté, un ciné-débat. Ça va être aussi simple que ça pour ceux qui nous écoutent. Venez au ciné-débat à Paris et à Lyon le samedi soir 6 juin et le dimanche matin 7 juin et le dimanche après-midi à Lyon avec Del Bigtree, mais avec tous nos amis. Il y aura Christian Perron à Lyon, il y aura plein d'invités qu'on va faire venir pour faire ce ciné-débat. Et
Vous allez me dire, ouais, un ciné-débat, bon, c'est sympa, on va aller au Cinoche, on va regarder. Oui, mais c'est l'occasion d'inviter le médecin du coin, le pharmacien du coin, celui qui vous traite de complotiste et d'antivax depuis des années. Invitez-le, faites-le venir. Dites, viens voir, tu prends aucun risque. Viens juste voir. Et ce qu'on a prévu, nous, c'est d'essayer de faire une sorte de tour de force organisationnel. Ce tour de force organisationnel, c'est le ciné-débat localement, ça devient difficile parce que chaque fois qu'on veut projeter un film qui n'est pas en accord avec la doxa, ça commence à devenir compliqué en France. On a eu, pour notre congrès autisme dont on a parlé il y a quelques semaines, une annulation de la salle la veille du congrès. On a finalement réussi à le tenir, mais vous voyez qu'il y a quelques bâtons dans les roues. Dès qu'on essaie de discuter de sujets qui ne sont pas en accord avec, avec le pouvoir, ça devient compliqué. Et on se sent un peu dans la peau de Dieudonné maintenant, quoi qu'on essaie de faire, quoi. Et le tour de force organisationnel ne réside pas là, il réside dans le fait d'essayer de mettre en résonance toute la France en même temps et de faire des ciné-débats partout en France à ces mêmes horaires-là, dans tous les collectifs locaux qui voudront bien le faire. On a déjà, je crois, près d'une cinquantaine, entre 50 et 70 collectifs, on va voir à la fin ceux qui arrivent vraiment, mais qui sont en train d'organiser ce ciné-débat. On va tous être connectés en multiplex par Zoom avec Del Big Tree et avec le ciné-débat à Paris, où je serai, Vincent aussi sera, à Lyon. Et ce qu'on espère, c'est que localement, les gens arrivent à inviter leurs médecins du coin, leurs pharmaciens du coin, leurs députés du coin, et disent « venez voir ». Et que là, le type soit surpris, se dise « attends, mais moi je croyais que j'avais quelques antivax à côté de chez moi. En fait, ils sont nombreux. Il y a un Américain à Paris, il y a dans les petites cases du Zoom où ils sont tous, il y a 500 personnes dans 70 endroits en même temps. Oula, il se passe quelque chose. » Et notre idée au passage, c'est de se servir de ce ciné-débat comme un prétexte à se rôder. Parce que si on arrive à faire ça une fois, 2 fois, 3 fois, pour 2, 3 autres films, on est capable de faire de ciné-débat en même temps au même endroit, dans plein d'endroits différents à Paris. Mais ça veut dire qu'on est capable de faire autre chose dans plein d'endroits en même temps en France. Et autre chose, ça peut vouloir dire aller voir un préfet, aller voir un homme politique, aller discuter avec des pharmaciens sur un sujet précis, etc. Et à partir du moment où on sait faire ça, c'est une mise à feu extraordinaire dans cette société. C'est-à-dire qu'on est capable d'aller bousculer la matière. Or, c'est ce qu'on a vu avec Vincent. C'est que tout ce qu'on dit là, dans cette matinale ou sur les médias, dans les réseaux sociaux, c'est très important. Mais le plus important, c'est ce qui se passe localement chez les gens. Et si en plus on arrive à faire résonner dans l'Internet, là, ça devient encore plus puissant. Souvenez-vous des affiches de Toulouse. 8 affiches. On n'avait pas plus de budget que ça. 8 affiches qui ont fait un effet Streisand absolument phénoménal. C'est-à-dire que tous les médias en ont parlé, le préfet s'en est chargé, le ministère de l'Intérieur, etc. Et finalement, une campagne de com ahurissante, puisque dans CNews, dans je sais pas quoi, dans C'est dans l'air, ils en ont parlé. En disant, les salauds, ils disent qu'il y a des effets secondaires des vaccins Covid. Alors, on espère exactement la même chose, que le mainstream soit obligé dans Ouest France, dans je sais pas quoi, et évidemment fasse des articles dégueulasses à charge. N'empêche, les gens verront. Et petit à petit, plus ils voient, plus ils comprennent. La dernière campagne vaccinale, alors même qu'il y a une obligation vaccinale liée à la loi de financement de la sécurité sociale pour la grippe en France, pour les soignants, je vous le donne en mille, a donné à combien de pourcents de gens qui se sont fait vacciner, alors même que c'est obligatoire? Moins de 17%. Ça veut dire que ça y est, nous sommes en train de bousculer cette petite rente bien mise en place de la vaccination obligatoire. Et nous n'allons pas nous arrêter. Alors, la suite, c'est qu'effectivement, à partir du moment où on a commencé à organiser ça, tiens, le même jour, je suis mort dans les réseaux sociaux sur Facebook. Tiens, la diffamation a recommencé. Des groupes ont été mis en place sur Twitter, sur Facebook, etc., pour dire du mal, même des injures directes. Fouché est une ordure, Pavant est une ordure, machin. Chose qui n'était plus là quand on faisait rien. Et là, ça revient. Et là, c'est pareil, c'est un dévoilement, une apocalypse. Les gens comprennent que sur Twitter, tous ces gens qui insultent, en gros, n'existent pas. Oui. Vincent. Oui. Donc voilà, donc trois gros événements. Donc comme l'a dit Louis, organisés par la sphère Réinfo, avec donc le samedi soir 6 juin à 20h, donc à Paris intramuros, donc la projection de ce documentaire, donc une étude dérangeante, An Inconvenient Study. Et Vincent, je t'interromps, mais on ne donne pas l'adresse tout de suite, on vous la donnera au dernier moment. Vous pouvez, là, j'ai mis un QR code dans les documents à partager si vous voulez, Nicolas, je ne sais pas si la technique peut le partager, mais et un lien. Alors, je ne sais pas si on peut partager alors qu'on est déjà 3. Là, si c'est le cas, on va le faire tout de suite. Voilà.
Magnifique, et merci beaucoup. Et donc là, les gens peuvent cliquer, c'est pour le samedi soir. Il y a un lien aussi sur Hello Asso. Vous cherchez An Inconvenient Study del Big Tree et vous allez le trouver, mais je le partagerai sur mon Twitter et sur plein d'endroits. Et puis, si vous êtes un groupe local qui a envie d'organiser quelque chose, vous n'hésitez pas à nous écrire à mea-france proton.me, proton, proton.me. Et là, vous venez organiser, on se coordonne, vous allez voir, c'est plutôt rigolo, quoi. Il y a un jeu là-dedans, il y a comme faire un énorme pied de nez aussi d'estème, hein, ça c'est très joyeux. Et puis, si vous êtes un simple citoyen et que vous avez envie de venir, n'hésitez pas, venez. Et si jamais il n'y a plus de place, organisez une autre séance. On met tout ça en résonance, il n'y a pas de problème. Vous allez voir, toute la France aura vu une étude qui dérange. Et une fois qu'on l'a vu, on ne peut pas le dévoir. Samedi, Vincent, et tu voulais préciser les autres horaires? Oui, voilà. Donc dimanche matin, à partir de 11h, voilà. Et le dimanche soir, je crois à 19h si je ne me trompe pas. Non, pardon, à 16h, 17h. 16h30, 17h à Lyon, avec Lyon. Christian Perron et avec d'autres. Et avec voilà, et donc Del Big Tree qui sera à chaque fois présent, donc samedi soir à Paris, dimanche matin à Paris et dimanche en fin d'après-midi, début de soirée, donc à Lyon. Voilà. Donc effectivement, vous allez sur le site Hello Asso, vous branchez sur l'association Réinfo Liberté et cet événement est déjà annoncé. Donc vous pouvez commencer à réserver vos places. Et comme l'a dit Louis, on donnera l'adresse exacte du cinéma à J-1 pour éviter tout simplement, comme l'a dit Louis, des effets de censure, puisqu'on sait hélas qu'ils sont là. L'occasion pour moi justement d'enchaîner avec cette censure qui nous, hélas, qui même pas qu'elle nous pend au nez, c'est qu'elle est déjà là, avec notamment une loi très inquiétante qui a été votée au Sénat et qui est partie du Sénat, donc la loi séparatisme, donc qui est le prolongement de, vous le savez, de ce qui avait été voté le 24 août 2021, peu après d'ailleurs justement la loi du 5 août 2021 sur l'obligation vaccinale et donc celle qu'on appelait des soignants suspendus. Donc loi de séparatisme qui fait la traque en principe au groupement fondamentaliste islamiste en fait, pour essayer de faire taire leur idéologie et ce qu'on appelle l'entrisme en fait, notamment dans les associations ou dans les groupements de citoyens, pour essayer d'éviter un prosélytisme donc religieux qui voudrait tout simplement faire l'apologie d'une théocratie et donc vouloir mettre à mal donc les principes de la République sous l'effet donc de discours prosélytes religieux, notamment islamistes. Voilà. Donc c'est une loi qui a été déposée au Sénat, donc à l'initiative de la droite sénatoriale, en l'occurrence l'ancien ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, donc qui a été déposée le 16 mars 2026. Et son objectif principal à cette loi, tel qu'elle est annoncée, en tout cas, c'est renforcer la lutte contre le séparatisme en s'attaquant à l'entrisme islamiste. Alors, il y a deux choses, a priori, il y a le mot séparatisme et le mot islamisme, en fait, qui sont mis l'un avec l'autre, comme si, en fait, le séparatisme était uniquement lié donc à ce prosélytisme islamiste. En réalité, le problème, c'est que le mot séparatisme a un spectre sémantique beaucoup plus large, en réalité, que le simple islamisme. Et c'est bien ça le problème, on va le voir. Donc, les mesures principales qui ont été proposées et votées au Sénat, une large majorité, donc il y a 2 jours, une facilitation notamment de dissolution d'associations et d'avoir en cas donc de personnes physiques ou morales, donc soit des personnes individuelles, soit des associations, qui feraient preuve de séparatisme et d'entrisme. Donc voilà, des contrôles renforcés sur les associations, leur financement et leurs activités. Donc typiquement Réinfo Liberté. Si on décidait que Réinfo Liberté était une association séparatiste, et en fait c'est bien le cas déjà, puisque je rappelle justement Louis avait parlé des affiches de Toulouse, donc ces fameuses affiches qui avaient été donc financées par Réinfo Liberté, dans lesquelles effectivement on dénonçait avec chiffres à l'appui et tout ce qui allait bien, les effets indésirables graves en fait des injections Covid à l'époque, donc un effet indésirable grave pour son injection. Et bien tout simplement Sonia Backès, qui était à l'époque alors sous-ministre secrétaire je ne sais plus quoi exactement, avait taxé Réinfo Covid à l'époque d'être à la limite de la dérive sectaire. Et donc le sectarisme, justement, c'est une des caractéristiques du séparatisme. On dit que les gens sectaires veulent vivre séparés de la République, avec des idées dangereuses, effectivement, pour les gens de la secte. Et donc, vous voyez bien que Réinfo Liberté, par son discours critique sur justement, tout simplement la politique vaccinale et la politique sanitaire en général,
est considéré tout simplement par, à l'époque, Sonia Backès comme une association sectaire et donc séparatiste. Voilà. Donc une meilleure détection dans cette loi de prévention et d'infiltration dans les milieux sensibles, c'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, on va être surveillé d'une manière ou d'une autre par des gens qui ne disent pas quelles sont leurs intentions. Et ce qui est très grave dans cette loi, effectivement, c'est le fait que les sanctions sont directement administratives, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité, par une décision de l'administration, donc du préfet notamment, tout simplement de vous couper les vivres, sans qu'il y ait besoin de passer par un juge. Donc avec tout ce qu'on connaît, effectivement, des décisions prises par les administrations qui sont en général extrêmement brutales. Et les deux exemples qu'on a sous les yeux, et c'était Jacques Beau et Xavier Moreau, donc qui ont été, et même d'une certaine manière Frédéric Baldan, qui ont été tout simplement coupés de leur vivre de manière administrative, voilà, sans aucune décision de justice. Donc un administratif quelconque, un préfet, est capable donc de tout simplement de vous couper les vivres. Donc c'est une espèce de crédit social à la chinoise. Et Xavier Moreau, justement, qui, vous le savez, vit à Moscou, a d'ailleurs fait une vidéo sur Twitter pas plus tard qu'hier pour effectivement rappeler que ce genre de décision administrative extrêmement brutale, sous des critères très flous comme le séparatisme, parce que tout simplement, effectivement, vous savez, Jacques Beau et Xavier Moreau ont été effacés, je dirais, numériquement et administrativement et financièrement, tout simplement parce qu'ils tenaient sur la Russie des propos, alors qu'ils ne sont même pas des propos pro-russes ou pro-Poutine, tout simplement, des propos critiques ou juste des questions en réalité sur ce qui se passe en Russie. Ils ont été accusés d'être des agents de l'étranger. Et donc à ce titre, de menacer tout simplement l'unité, la belle unité de la République et de la nation face à cette question pour laquelle il ne pourrait pas y avoir de débat, qui est effectivement cette crise entre l'Ukraine et la Russie. Donc a priori, comme je le disais, cette loi séparatiste entre guillemets ne vise que les groupes religieux qui espèrent donc idéologiquement une transformation politique et transformer donc leurs croyances en une organisation politique. Cependant, évidemment, on le sait très bien, de manière plus large, seront possiblement considérés comme séparatistes, évidemment, tous ceux ayant des convictions, notamment biopolitiques, comme l'a rappelé Louis, s'agissant d'un calendrier vaccinal, ou des politiques de liberté sanitaire. Donc, tous ceux qui auraient des convictions biopolitiques allant à l'encontre de la doxa gouvernementale. Et donc, pour bien montrer quelle est la menace sur l'idée que les séparatistes, entre guillemets, seront tout simplement effacés administrativement et suspendus de leur droit, tout simplement, de vivre, je mobilise les récents tweets d'Aurélien Rousseau, vous savez, ce mauvais d'histoire, qui était ministre de la Santé, et qui a quand même dit, je tiens à le signaler, il y avait une déclaration très célèbre qui restera sûrement dans les annales, qui est que il n'y a pas d'effet indésirable des vaccins Covid. Voilà, il l'a dit, c'était sur France Inter, on s'en souvient très bien, quelque chose d'hallucinant. Et donc un tweet d'Aurélien Rousseau qui nous dit la chose suivante, donc je le cite dans le texte: la mobilisation des antivax, c'est aussi une mobilisation idéologique, nous dit Aurélien Rousseau, bien au-delà du seul sujet sanitaire. Protéger la population, faire confiance aux données scientifiques, lier individus et collectifs, c'est au fondement de notre contrat républicain, c'est cela qui est en cause. Autrement dit, si tout simplement vous-même des études scientifiques extrêmement critiques, comme l'affaire Infoliberté, comme le fait tout simplement Del Bigtree dans son documentaire, viennent saper la propagande et la doxa gouvernementale, vous êtes en train de séparer les gens d'une unité de pensée, et donc en cela vous êtes tout simplement séparatiste, et cela vous le feriez au nom d'une idéologie. Donc l'idéologie fait que toute forme de critique devient condamnable, au même titre que des islamistes séparatistes qui voudraient instaurer la charia en lieu et place des lois républicaines. Voilà. Rousseau va même jusqu'à dire que la vaccination, je cite, est une sorte de concentré de la démocratie libérale qu'ils, les antivax, détestent. Autrement dit, c'est au nom de la liberté d'expression qu'il faut faire taire, voilà, comme toujours, ceux qui, par leurs dangereuses discours, leurs dangereuses, questions, seraient capables de fracasser, de fissurer, justement, cette belle unité idéologique autour de la propagande biopolitique du gouvernement sur l'ARN messager, sur le vaccin, sur œil efficace qui sauve des vies. Voilà.
Donc on a bien compris que derrière cette loi séparatiste qui, a priori, aurait l'intention de sauver la démocratie des méchants islamistes, eh bien derrière va surtout s'attaquer à toute forme de critique du gouvernement, notamment des critiques sur ses politiques sanitaires. Tous ceux qui critiqueront ça, et ça a déjà été fait donc dans le passé, j'ai rappelé, à l'encontre de Réinfo Liberté, seront considérés comme des sectaires anti-vax, des gourous de sectes qui donc menacent la belle unité républicaine autour du consensus vaccinal dans le pays de Pasteur. Voilà, et donc c'est ça qui nous menace. Et donc voilà, une loi extrêmement dangereuse dont on voit déjà arriver des filets dérivants et qui est tout simplement dans la droite ligne d'un totalitarisme en marche, qui progressivement installe ce crédit social à la chinoise qui permet, grâce à la numérisation de tout, notamment de l'identité numérique qui va bientôt arriver, avec toutes ces questions d'identification numérique sur les réseaux, de vous effacer, non pas d'un trait de plume, mais d'un petit tout simplement bouton sur un ordinateur, et vous ne saurez plus rien ni personne en quelques secondes. Voilà ce qui nous attend.